Bonjour, la séquence cinéma avec une invitée, Hélène, qui va nous parler des 2 films qu'elle a vus. Maxime, un des piliers de cette émission cinéma. Hélène, à toi, dis-nous ce que tu penses de ce film que tu as vu, qui est un film, je crois, georgien. Tout à fait. J'ai vu Une famille heureuse, qui est un film qui est sorti fin mai et qui nous raconte l'histoire de Manana, qui, le jour anniversaire de ses 52 ans, décide de quitter sa famille, en fait, alors que visiblement tout se passe bien, elle est heureuse, elle est professeure au lycée. Mais bon, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de Manana, et non seulement elle ne veut pas fêter son anniversaire, mais elle aimerait bien, en fait, faire un pas de côté et quitter son mari, ses enfants, ses beaux-parents, qui prennent beaucoup de place dans l'appartement communautaire qu'ils partagent. Donc ce film est c'est un moment assez étonnant, en fait, fait de petites successions de moments délicieux entre, effectivement, cette femme et ses enfants, cette femme et son mari, cette femme et ses beaux-parents, se cherchant, en fait, et puis les quittant pour se retrouver toute seule, puisque c'est son rêve. Donc voilà, donc c'est un petit, on pourrait dire que c'est un petit film, même s'il n'y a pas de petit film. Mais une pépite. Mais c'est ça, c'est une pépite. Mais est-ce que c'est son rêve ou tout d'un coup, c'est ce qu'elle ressent, c'est-à-dire c'est une libération ou alors voilà, une crise ménopausienne ou... C'est ce qu'elle ressent et qu'elle n'exprime pas vraiment, donc ce qui rend le dialogue difficile en fait, et sa seule volonté, c'est de partir, en fait. Et effectivement, autour d'elle, personne ne comprend. Dans un film psychologique. C'est un film psychologique avec des petites vignettes successives qui nous montrent petit à petit que cette femme va retrouver son équilibre loin des siens, mais ne leur fermant pas la porte. Puisqu'en fait, oui, petit à petit... comme un de ces nombreux films où un homme quitte sa famille arrivé à 45-50 ans, atteint du démon de midi. Oui, mais là, il n'y a aucune histoire sentimentale ou sexuelle. C'est simplement, elle veut se sortir de sa elle. Elle veut se retrouver seule. Elle ne pense qu'à une chose, c'est se retrouver dans une petite chambre, seule. Mais c'est ça qui est curieux, c'est-à-dire qu'on ne la montre pas qu'il change de vie ou qu'il veut autre chose. Elle se retire. Elle pourrait se retirer au couvent, par exemple. Exactement. Exactement. Et c'est se retrouver avec les livres, avec sa musique, loin des autres. Un retour sur soi-même. Mais sans crise. Il n'y a aucune crise. En fait, ceux qui sont en crise, c'est sa famille, c'est pas elle. D'accord. Et donc, c'est délicieux. Alors, autre film, je crois, Chaos. Tout à fait. Le film de Fabrice Gobert. Absolument. Avec Chiara Mastroianni. Oui, Laurent Lafitte. Et Laurent Lafitte, oui, qui joue beaucoup en ce moment. Oui. Très bon acteur de théâtre. Qui est plus ou moins bon au cinéma. Ça dépend des rôles qu'on lui donne. Moi, je l'avais beaucoup aimé dans le rôle dans le film de Paul Verhoeven, Elle. Oui. Mais là, je suis un peu plus sceptique, je l'ai vu. Mais qu'est-ce que tu en penses ? J'ai trouvé que c'était un peu une caricature, en fait. Est-ce que, effectivement, tous les patrons de chaînes de télévision ressemblent à ça? Je ne sais pas. On peut peut-être dire 2 mots sur le pitch pour commencer le propos. Je te laisse le faire. C'est l'histoire d'un homme qui est à la télévision, qui a un rôle important, qui est en fait tyrannique, caractériel. Je pense que ça décrit quand même assez ce milieu-là, parce que dès qu'ils sont, c'est un milieu absolument effroyable, où les gens se tirent dans les pattes sans arrêt, ce sont des trahisons, c'est la course pour pouvoir prendre la place du voisin. Donc ceux qui arrivent un petit peu au sommet sont toujours des gens assez tyranniques et très caractériels. Je l'ai vécu aussi dans ce système un peu radio. Et donc, cette personne-là, tout d'un coup, elle était heureuse en famille, mais un monstre dans la vie professionnelle. Et puis, il se retrouve avec quelqu'un qui lui en voulait, évidemment quelqu'un de la télévision, qui lui tire une balle dans le cœur, croit-il, parce qu'en fait, il se réveille après le coma, et on lui dit « Non, non, pas du tout, tu as eu une crise cardiaque, etc. » Voilà. Donc, et cette histoire-là, moi, je n'ai pas tout à fait comprise. D'accord, je comprends. Et vous, Hélène ? C'est vrai que c'est difficile parce qu'à la fois c'est très onirique et c'est très beau quelque part. Les personnages sont bien campés, même s'ils sont un petit peu effectivement caricaturés. Mais en même temps, plus le film avance et plus on se demande où le réalisateur veut nous mener, qu'est-ce qu'il veut nous dire, pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué. Dans sa tête visiblement ou dans la tête de Laurent Lafitte, du héros.
Pourquoi est-ce qu'il veut revenir de cette façon-là? Parce qu'en fait, quand il se réveille, tout a changé autour de lui, sauf lui, visiblement. Et donc, il doit se réinventer quelque part, parce qu'il a été complètement gommé par les autres, et les autres lui disent « Mais non, tu n'es pas un patron de chaîne de télévision, tu es présentateur météo. » Voilà. Et effectivement, il ne sait plus du tout où il en est. Donc, mais nous non plus, c'est ça qui est gênant. Mais tout à fait, c'est qu'on ne sait pas, si on nous mène en bateau, on ne sait pas si Gobert a compris ce qu'il voulait dire ou s'il s'est laissé aller comme ça, mais c'est très désagréable parce qu'on s'en lasse très vite. C'est trop long. C'est trop long et on s'en lasse très vite. Oui. C'est compliqué et on ne comprend rien. Oui. Alors est-ce que c'est vrai? Il a reçu bon. En plus, c'est pas remarquablement filmé. Laurent Lafitte, à part son regard noir, puisqu'il a un regard noir, donc de toute façon, c'est pas difficile, il n'a pas les yeux bleus. Et filmé de profil, dit-on, parce qu'il est fuyant. Oui, voilà, donc, mais c'est un artifice, en fait, donc c'est un petit peu gênant tout le long. Exactement. Voilà. Et lui, il n'est pas vraiment convaincant. Non, il est un peu monolithique, en fait, dans son jeu, et il y a de nouveau un rebondissement, et en fait, on se demande de nouveau pourquoi. Et à la toute fin, alors on ne racontera pas la fin, parce que ça ne se fait pas, mais c'est vrai qu'on revisite le film complètement en se disant mais qu'est-ce que j'ai vu, encore une fois, qu'est-ce qu'on a voulu nous dire et pourquoi. Donc un film qui est peu compréhensible, tout à fait. Ça n'a pas grand intérêt. Oui, et quel est le message? Exactement. Et un film sans message est un film inutile. Donc nous avons été KO avec ce film. Exactement. On n'a pas parlé de la boxe, mais la boxe est très présente dans le film aussi. Voilà. Maintenant nous allons parler de La Momie avec la bande-annonce du film. Baisse-toi! Cours, cours! Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Mais c'est resté bien caché pendant 2000 ans. Ce n'est pas une tombe, c'est une prison. Nick! D'après les hiéroglyphes, elle s'appelle Amanette. Elle était promise au trône d'Égypte. Mais sa soif de pouvoir l'a portée vers un projet plus sombre, qui a été vite arrêté. À cause de ce que vous avez fait, cette force ancestrale s'est réveillée. Si vous êtes encore en vie, c'est parce que vous avez été choisi. Choisi? Par quoi? Le mal. Le mal suprême. D'après la légende, c'était un être doté de pouvoirs immenses. Aujourd'hui, elle se sert de toi pour les reconquérir. Oh mon Dieu. Tu peux pas fuir. Ni te cacher. Elle a des projets pour toi. Alors La Momie, c'est un film, on vient de voir la bande-annonce qui nous promet beaucoup de rebondissements et du grand spectacle. Alors malheureusement, on en prend plus dans les yeux dans la bande-annonce que dans le film. C'est surtout donc une histoire qui en fait nous rappelle une série de films qui ont déjà eu lieu dans les années 90 ou début des années 2000, et dont l'histoire est assez simple en définitive. Hein. Les premiers, c'est à peu près comme dans celui-ci, l'histoire d'une princesse égyptienne qui avait passé un pacte avec un grand prêtre et qui va se retrouver pour, grosso modo, tuer toute sa famille et devenir la reine, c'est-à-dire le pharaon, moyennant quoi elle va être ensevelie jusqu'au jour où des explorateurs vont la découvrir. Alors, un problème de malédiction. Avec une malédiction qui va conduire cette momie morte vivante, pourrait-on dire, à tuer à peu près tout le monde pour rompre la malédiction dont il est question. Donc les premiers films, que tu d'ailleurs assez bons, se passaient dans les années 30. Donc et puis nouveau aussi, c'est ça. Et puis très nouveau. Et puis on était voilà, dans un paysage du désert avec des vieux avions, des vieilles voitures, une jolie fille. Et puis tout ça fonctionnait finalement assez bien. Donc moi je partais très heureux à l'idée de voir cette momie que j'imaginais un opus numéro 3 ou numéro 4, servi par des acteurs de premier ordre. Et là, écoutez, le mot qui me vient à l'esprit, c'est plouf. Voilà. Plouf, c'est le drame, c'est-à-dire que
En l'occurrence, cette nouvelle momie, donc bien entendu, est soumise à cette malédiction. Elle va être découverte, alors non pas dans les années 30, mais par des pilleurs de tombes en Irak aujourd'hui, donc en pleine guerre contre les talibans, et va se mettre en branle toute une machine visant à arrêter cette momie pour la sauver, le tout servi par un certain nombre de personnages, dont le pilleur de tombes qui est joué par Tom Cruise, qui va incarner le dieu de la mort, c'est-à-dire Seth, et qui va profiter de l'expérience d'une sorte d'organisation non gouvernementale qui lutte contre ces pièges, et dont le personnage principal n'est autre que, attention, roulement de tambour, le Dr Jekyll. Et oui, Dr Jekyll plus Mr Hyde, c'est ça la momie de l'an 2017. Bravo les studios américains, c'est donc le plus mauvais film, à mon sens, de l'année. Alors, je pense que tu vas nous en dire un mot. Moi, je vais en dire un petit mot aussi, mais pas trop longtemps, parce que ça ne mérite pas d'en parler très très longtemps. Tout à fait. J'ai été également très déçu. Je m'attendais à beaucoup avec Tom Cruise. Ayant vu dans les bandes annonces Russell Crowe aussi, je me disais c'est merveilleux. Et plouf, comme tu l'as dit, c'est malheureusement... le film est, bon, à quelques... effets spéciaux bien faits, il a quand même une certaine dynamique, il renouvelle un petit peu par rapport... renouvelle un petit peu par rapport à d'autres choses. En Irak aussi, on cherche toujours à... Voilà, ça c'est plus effectivement une transposition, mais tout va se passer ensuite à Londres, et là, bon, il va y avoir ça tourne au film catastrophe. La scène en avion est assez extraordinaire, mais effectivement, au-delà de cela, et hormis le fait que celle qui joue la momie est quand même extrêmement belle, il faut le dire. Enfin, moi, je la trouve absolument sublime. Eh bien, à part cela, il n'y a pas grand-chose, effectivement, dans ce film. L'inconvénient, c'est que prendre rendez-vous avec une momie, c'est pas très facile. D'autre part... C'est morbide. Surtout qu'elle risque de vous tuer à tout moment pour ressusciter le dieu des morts. Alors, il y a Russell Crowe qui est dans ce film. Oui. Alors, moi, maintenant, ce que je fais aussi dans les films, je regarde un petit peu la filmographie des grands acteurs qui sont dedans. Et quand on s'aperçoit que Russell Crowe, qui a eu quand même son heure de gloire, maintenant joue dans des films qui sont de plus en plus, disons, médiocres. Quand tu le vois au générique, tu peux commencer à craindre un petit peu, parce qu'il est vraiment en fin de... Il est sur le déclin, ça c'est vrai. Il est sur le déclin, c'est très net. Quant à Tom Cruise, il n'est pas sur le déclin, parce qu'il peut faire encore pas mal de films différents. Là, il faut qu'il fasse un film d'action. Ce que je lui reconnais comme mérite dans ce film, c'est son dynamisme encore, et le fait qu'il est capable de faire toutes ces cascades à 50 ans, ce qui est quand même assez extraordinaire. Ceci étant, c'est vraiment... bon, sans intérêt, vraiment. Non, malheureusement, c'est raté. C'est un film à grand spectacle qui n'a pour seuls atouts que le physique avantageux de la momie et de Tom Cruise. Voilà, donc c'est pour les vrais aficionados. Et juste une chose, on peut aussi noter malgré tout la méconnaissance profonde de la mythologie égyptienne. Visiblement, ils n'ont toujours pas intégré. Le dieu des morts n'est pas Seth, mais ça, c'est un problème. Donc c'est toujours, en fait, c'est du folklore. C'est un problème qu'on réfléchira de 5 à 7, un de ces jours. Je pense qu'effectivement, ça c'est un vrai sujet, parce que la mythologie égyptienne et la civilisation égyptienne est quelque chose d'extraordinaire, et faire ces films à l'américaine, ça ne va pas donner envie aux gens. Ils vont se figurer que c'est quoi, n'importe quelle tombe, on a une espèce de 15 dieux en résine avec des becs d'aigle. Ils vont rien comprendre et ça ne va pas attirer. Ils auraient pu profiter de ça pour essayer de faire aimer un petit peu cette civilisation égyptienne et autres. Mais ça, faut pas demander trop au cinéma américain de studio. D'avoir un substrat historique ou mythologique qui soit juste. Alors à ce propos, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle d'un autre film qui est un autre navet américain, qui est le film Wonder Woman, et qui lui aussi a un substrat archéologique absolument pitoyable. Et alors là, c'est plus l'Irak, là c'est la Deuxième Guerre mondiale. Première Guerre mondiale. C'est la Première Guerre mondiale. Ludendorff, effectivement. C'est affligeant. Oui, alors à ceci près, il faut quand même noter, moi aussi j'ai vu Wonder Woman, je ne m'attendais pas à quelque chose de très de haute volée. Alors en revanche, c'est Zack Snyder qui a fait le scénario et en fait c'est totalement assumé. C'est un jeu systématique sur les codes historiques ou mythologiques de l'héritage gréco-romain. Il avait déjà montré avec son tout premier film 300, qui était en fait une réécriture complètement fantasmatique à partir de la BD de Miller.
Et effectivement, les Perses en short et tongs se faisant complètement démolir par les pectoraux grecs, c'était évidemment dans la surcharge. Et donc Wonder Woman c'était dans la surcharge, mais enfin historiquement quand même, il y avait bien ces 300 Spartiates avec Léonidas, etc. Donc c'était et en même temps, ce qu'il a voulu faire, c'est montrer que les Perses étaient des sauvages. Et là, dans le film, c'était vraiment poussé à l'extrême. Et c'était très réussi. Alors là. Après, effectivement, avec Wonder Woman, là où il y a une perversion historique totale, c'est la Première Guerre mondiale. Et oui, évidemment, les Allemands sont les grands méchants de la Première Guerre mondiale. Il leur faut toujours un grand méchant. Et les Anglais sont les grands gentils. Et il n'y a que les Allemands pour avoir eu l'esprit assez tordu pour utiliser des gaz de combat. Ça, nous le savons. Ah oui, non, donc, nous, Français, jamais nous aurions fait une chose pareille. De toute façon, l'usine aurait été en grève. Évidemment. Mais ce qui est assez savoureux quand même, parce que, pour brosser le trait quand même sur le film, rappeler les grandes lignes. On a donc un monde à part où vivent des Amazones, donc qui manifestement sont sur une île qui pourrait être une sorte de Chypre bis. Des Amazones à 2 seins, il faut aussi le préciser. Des Amazones à 2 seins. Pas de seins brûlés ou coupés. Et fort plantureuses, c'est donc tout l'intérêt du film, tient évidemment à la plastique généreuse de ces Amazones qui ne se cache pas beaucoup, il faut bien le dire, et qui s'entraîne au combat, et qui entraîne donc la fille de la reine, la future Wonder Woman, jusqu'au jour où, là encore, plouf, désolé, mais au sens propre, un avion s'écrase dans l'eau, et cette jeune guerrière, la future Wonder Woman, va sauver le pilote, qui est évidemment un bel Américain, et pas un gros Allemand, et il sera poursuivi par les Allemands qui vont commencer à tuer des Amazones. Moyennant quoi, lui décide de repartir au combat. Il emmène avec lui Wonder Woman, qui n'est donc pas encore Wonder Woman, mais qui le deviendra, et ils vont ensemble, schématiquement, affronter le mal, en partant pour Londres, avant de pouvoir lutter contre des Allemands qui inventent des gaz qui veulent détruire l'humanité. Et bien entendu, c'est une ânerie. C'est une ânerie. Ça me fait penser aux nazis surfeurs, vous savez, qu'on voit au marché de Cannes comme il y a plusieurs années. Enfin, ces histoires de mélange que font les Américains. Alors, les méchants Allemands en Première Guerre mondiale avec cette mythologie de femmes, de machin. Bon, c'est assez navrant. Alors, il y a un moment que j'ai trouvé peut-être le pire, c'est le moment où ils sont donc sur la ligne de front, entre la France et l'Allemagne, qui est donc une ligne immobile depuis un certain temps, et Wonder Woman arrive et torse nu avec son lasso et son petit couteau, elle va tuer tout le monde, jusqu'au moment où, voulant sauver la veuve et l'orphelin, elle va libérer un village, qui se trouve en plein milieu des zones de guerre belges, mais manifestement, elle y arrive toute seule quand même, et elle se transforme en sorte de boulet de canon, où elle va foncer elle-même dans le clocher d'une église qu'elle détruira, parce que c'est là que les Allemands se cachaient pour fusiller tout le monde sur la place du village. Je suppose que ce film a dû être très décrié par les féministes américaines, parce que si elle se transforme en boulet de canon... Alors, une fille canon qui se transforme en boulet de canon, vous vous rendez compte ? Il y a quand même un point positif dans ce film, ou en tout cas un point qui a fait une sorte de polémique, c'est que l'actrice principale est israélienne, moyennant quoi le film a été interdit à peu près partout au Moyen-Orient, y compris en Égypte. Alors, ce qui est assez mignon, c'est que certains pays l'ont interdit pour des raisons, de pudibonderie. Il y a des femmes nues. D'autres l'ont interdit purement et simplement parce qu'il y a une Israélienne qui joue dedans. Au moins, les choses sont claires. Et d'autres, par exemple l'Algérie ou l'Égypte, ne l'ont pas interdit. Mais cependant, pour des petites erreurs techniques, le film n'a pas pu être visionné. Ça rappelle les belles et les grandes heures de l'Union soviétique. Et ça, rien que pour ça, c'est quand même assez savoureux. Néanmoins, gagnez votre argent et votre temps. Je pense que nous sommes tous d'accord. Il y a un beau consensus autour de la table pour ne pas aller voir Wonder Woman. Qu'est-ce qui a vu ce qui nous lie ? Pas moi. Le film de Cédric Kaplich. Et vous allez nous en parler, donc. Oui, je vais vous en parler assez rapidement, parce que, bon, c'est l'histoire d'une famille. En fait, il y a le frère, la sœur, et puis l'autre frère est parti en Australie, et il revient. Il revient parce qu'il s'est disputé plus ou moins avec sa femme. Donc il revient dans cette famille viticole, le père meurt, lui avait un problème avec le père, c'est pour ça qu'il était parti, et donc on se trouve au milieu des vignobles. De Bourgogne. Pardon ? De Bourgogne. De Bourgogne, absolument. Donc on a le droit, parce que le film est quand même assez léger,
dans son scénario, donc on a le droit quand même aux vendanges, on a le droit aux dégustations, pas les spectateurs, hein, uniquement sur l'écran. Donc on voit effectivement comment on fait le raisin, etc. Il y a eu des tas de documentaires là-dessus, ça a peu d'intérêt. Klapisch nous remet ce qu'il faisait d'habitude, c'est-à-dire très bobo, gaucho, trentenaire. Alors là, on retrouve effectivement, il y a une noire qui se balade là, il y a un arabe aussi qui insulte la fille donc la fille qui s'occupe de la propriété quand son père est mort, avec ses 2 frères maintenant, qui n'empêche pas plus ou moins de coucher avec lui, etc. Ça fait traiter de tous les noms. Du grand Klapisch, il n'y a pas de problème, avec une scène savoureuse à un moment, parce qu'il y a aussi une noire qui est là, alors un des frères qui s'y intéresse un petit peu et qui lui dit « Vous êtes d'où ?» et qui dit « Je suis bretonne ». Quand même quelques rires dans la salle. Bref. Ce n'est pas bien. Ça n'a pas grand intérêt. Ça se traîne. Je vois pas l'intérêt de ce film. C'est soi-disant... D'après certains critiques, un retour aux sources, aux racines, pas du tout. Ils sont là, ils se disputent, parce qu'évidemment, si, le seul problème qui est mis, je ne sais pas si c'est exact d'ailleurs, c'est que la propriété vaut 6 millions d'euros, et ils ont des droits de succession de 500 000 euros. Ce qui me paraît très faible d'ailleurs. Mais sur un outil professionnel, avec sur un outil professionnel, je ne sais pas, etc. Mais enfin, bref, ils ne peuvent pas. Alors il s'agit de savoir si on loue des choses, si on vend, on se partage. Bon, ils ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus, mais... C'est faible, il n'y a pas vraiment de tension de quelque chose. Et finalement, lui, alors il y a son Australienne qui vient. Bon, elle a pris l'avion pour revenir ici, comme ça, avec son fils. On se demande pourquoi elle prend l'avion, juste pour le revoir. Donc finalement, il s'explique un petit peu. Lui, il repart en Australie. Et puis il trouve alors c'est lui qui loue sa parcelle de terre, etc. Donc il trouve un compromis. Finalement, tu arrives à la fin du film, tu dis, j'ai passé 1h30, pourquoi? Pour pas grand-chose. Oui. C'est le monde bobo en fait. Ils ne connaîtront jamais rien non plus au vin, ce qui est désagréable, ce qui est intéressant, c'est quand il met le monde bobo à Paris, avec ses mélanges de tout le monde, etc. Parce que Paris est quand même une ville où il y a des quartiers très bobos. Ou à New York. Ou à New York. Mais en plein territoire bourguignon, je veux dire... Mais il y a quelque chose de prophétique, c'est l'extension, non pas du domaine de la lutte, pour reprendre un livre bien connu, mais l'extension de la boboïté au monde rural. Peut-être, alors, mais qu'il arrête de faire ce genre de film. Ils nous feront boire la coupe jusqu'à la lie. Alors un autre film creepy que j'ai beaucoup aimé, c'est CR2EPY, qui est un film c'est un thriller de Kiyoshi Kurosawa, donc le deuxième Kurosawa. C'est tiré d'un roman. C'est l'histoire d'un policier qui démissionne et puis qui s'en va pour être professeur de criminologie dans une université, dans un autre quartier. Et là, évidemment, il est quand même passionné par tout ce qui se passe, il se lie d'amitié avec des gens, etc. Puis il en connaît un, et puis il y a une enquête, et on lui demande d'assister à l'enquête, et d'aider à l'enquête, parce que c'était quand même un flic très connu. Et il se retrouve donc avec sa femme, ses enfants-là, et sa femme se lie d'amitié avec les voisins, une famille voisine, avec des voisins qui sont très curieux, dont un personnage qui est très curieux. Alors je ne vous en dirai pas plus, criminel ou pas, mais en tout cas il y a une tension dans tout ce film. Alors c'est très japonais, c'est-à-dire c'est assez lent, mais ça a toutes les qualités du cinéma japonais. Ça joue entre l'ordinaire, l'extraordinaire, tout est mélangé. On ne sait pas sur quel pied danser jusqu'à la fin, et on est intéressé du début jusqu'à la fin. Ça, c'est le propre. Du vrai suspense, une dimension psychologique réussie. Absolument, une dimension psychologique réussie. Et ce personnage, je ne sais pas son nom, qui joue ce rôle très spécial, un malade mental, véritablement, serial killer peut-être, malade mental, et qui est très curieux, qui est très très curieux, et c'est très intéressant de voir ce film. C'est du japonais, donc c'est toujours un peu spécial, un peu lent, mais moi j'ai beaucoup aimé. Mais nous aimons, moi j'aime le cinéma japonais, je sais que Louis aime beaucoup aussi le cinéma japonais. Passons tout de suite aussi sur Les Ex, qui a été écrit par Maurice Barthélémy, vous savez, le fameux comédien comment ça s'appelle, des Robins des Bois. De Second Zone, oui. Alors là, nous avons droit à Patrick Chenet, toujours aussi propre sur lui, avec Jean-Paul Rouve. C'est une ânerie de première. Absolument. Alors, c'est 6 couples qui ont divorcé. Alors, il y en a un qui se remet avec l'autre, etc., etc. On sent que le scénario a été bâclé. Il n'y a pas de scénario. Les scènes, les différentes séquences passent de l'une à l'autre sans vraisemblance. Il y a beaucoup de choses qui sont totalement invraisemblables. C'est fait soi-disant pour faire rire, mais alors on a du remplissage avec de la grossièreté en dessous de la ceinture, comme savent le faire les Américains. Maintenant, il y a certains metteurs en scène qui s'y mettent en se disant, comme je ne réussis pas à faire rire, parce que je peux vous dire, dans la salle, il n'y avait pas grand monde, mais je n'ai pas entendu un rire. Et alors là, de temps en temps, alors sous la ceinture, vraiment bien fait.
Je ne vois vraiment la pas bande-annonce l'intérêt. résumait d'ailleurs assez bien le film. Hein, En 2 mots, c'est épouvantable ce film. Ça n'a aucun intérêt et monsieur Maurice Barthélémy devrait faire autre chose, de la danse, du théâtre, je ne sais pas, mais pas du cinéma. Ou même rester à faire du jardinage, ou apprendre la cuisine, ou faire le ménage. Il faut cultiver notre jardin. Alors je pense qu'en ce moment d'ailleurs le cinéma français est assez triste. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup de films français. Alors peut-être ce qui est intéressant c'est d'aller voir d'anciens films. Absolument. Et ça, je crois que Louis, tu as évidemment, quelque chose. Nous parlions de Kiyoshi Kurosawa, l'ancien Kurosawa, donc le premier Akira. Il faut impérativement se précipiter au Brady, dans le 10e arrondissement, si l'on peut le faire, parce qu'on reprojette le Kagemusha dans sa version intégrale. Et le Kagemusha, c'est tout de même l'un des films les plus beaux. Version intégrale, ça va faire quoi, 2h30 peut-être un petit peu plus, oui, effectivement. Oui, c'est assez long. Comme ça. Et c'est un film baroque, beau, qui a été produit par Coppola et Lucas, parce que de toute façon, personne ne voulait lui donner les crédits dans son pays. Et ça donne une fresque épique. Et en même temps, il y a tous les tenants de la féodalité japonaise. Oui, c'est extraordinaire. Et de la grande tradition shakespearienne, en fait, qui a toujours marqué Kurosawa depuis le château de l'araignée. Et là-dedans, on a tout. Et c'est absolument sublime. Il y a des plans vraiment à tomber par terre. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que les gens, parce qu'il y a des nouveaux, comme toujours, qui ne connaissent pas Kurosawa, c'est normal, des jeunes, s'ils vont voir ce film-là, peut-être qu'ensuite ils iront voir Le Château de l'Araignée et tous ces films de Kurosawa, qui est un des plus grands metteurs en scène mondiaux. Et pour nos spectateurs, je pense que c'est l'occasion de les inviter à aller les voir, par exemple, avec leurs enfants ou petits-enfants, évidemment pas enfants, mais adolescents 2h40 ou jeunes adultes, pour les enfants, mais disons à partir de 15 ans, 15-16 ans, on peut commencer à aller le voir et prendre beaucoup de plaisir avec un film de ce type-là. Et tu avais un film aussi, toi, dont tu voulais nous parler. Alors moi, j'en parlerai en tout dernier, quand Louis aura terminé, parce que je pense que c'est pour moi le plus beau film d'amour de tous les temps, et j'aimerais qu'on finisse avec ça. Louis, tu en as d'autres. Oui, bon, alors on va juste terminer rapidement. On peut mentionner qu'il y a à la Filmothèque du Quartier Latin une rétrospective sur Hitchcock, et notamment aussi, on repasse Pas de printemps pour Marnie. Donc ça, ce sont aussi des choses avec Sean Connery, qui est vraiment très très beau dedans. Qui est beau, mais qui n'est pas dans les meilleurs films de suspense, j'allais dire. Non, tout à fait. Mais justement, c'est un film à part dans la filmographie d'Hitchcock. Lui-même, d'ailleurs, le reconnaissait et le disait. Donc, et Sean Connery incarne parfaitement bien son rôle et montre qu'il est un très, très grand acteur. Alors, quels sont les Hitchcock qui repassent il y en a plusieurs, évidemment. Les 39 marches, La mort aux trousses. Évidemment. Mon préféré, qui pour le coup est un des très grands films. Les oiseaux. Les oiseaux aussi, et Sueur froide. Un suspense incroyable. Tout à fait. Donc, bref, il y en a d'autres et on pourrait aller le voir. Et il y a également une rétrospective. Les oiseaux ont été terribles pour les pauvres corbeaux et les pauvres corneilles, exactement comme le film l'a fait pour les requins. Depuis, il y a des gens qui n'aiment plus les oiseaux quand ils en voient en nombre. Moi, c'est un des rares films qui m'a vraiment fait peur, alors qu'il n'y a quasiment aucune scène atroce ou de massacre comme on en voit dans tous les films. Parce que c'est là qu'on voit le génie d'Hitchcock. Et c'est là qu'on voit le génie d'Hitchcock. Tout à fait. Moi, je suis tombé dans Hitchcock quand j'avais une dizaine d'années avec La mort aux trousses. Voilà. Et notamment avec cette fameuse scène de l'avion, alors qui effectivement n'est peut-être pas le moyen le plus sûr de tuer quelqu'un, c'est-à-dire que le poursuivre en avion jusqu'au moment où il pourrait éventuellement mourir, c'est un peu léger, mais ça donne une scène absolument extraordinaire. Parce qu'il se réfugie dans les épis de maïs, et là c'est génial. Et puis la façon, tout d'un coup, quand il entend le bruit de l'avion, puis quand il est sur cette route, il entend à droite, à gauche, il attend une voiture, etc. Ensuite il entend l'avion, et puis ça repasse. Enfin, il y a une atmosphère que je ne vois pas qui aurait pu créer ça en dehors d'Hitchcock. Avec une photographie incroyable, on le voit seul, et il y a notamment un autre type qui arrive à un moment, il pense que c'est son interlocuteur, et donc on les voit tous les deux face à face, comme ça, de profil. On se dit, ça y est, quelque chose va se passer, et non. Le suspense, à chaque fois, un nouveau suspense arrive, et c'est l'avion qui va tenter de le tuer, et ensuite, et après, ce qui se passe est formidable, puisque l'avion a un accident, deux pecnos du coin débarquent, il va voler la voiture de l'un qui a un réfrigérateur sur le toit, il faut quand même le faire. Il y avait beaucoup d'humour, Hitchcock. Pas tout fait. À l'hôtel. Et là, il y a une scène qui, pour moi, est aussi une des meilleures scènes de Hitchcock, c'est-à-dire que Cary Grant va affronter le grand méchant qu'il retrouve dans une vente aux enchères, et il comprend, en affrontant le méchant, que s'il sort de cette vente, il se fait tuer.
Voilà. Et du coup, il fait durer il la ne vente. faut pas expliquer la scène. Je n'explique pas la scène. Elle est super. Mais du coup, il va se mettre à animer un peu, à jouer le zouave, de façon à se faire sortir par les policiers et avec une élégance tout à fait spectaculaire. Quand on voit ça, on se dit qui est capable à l'heure actuelle. Enfin, est-ce qu'Hitchcock est remplaçable, a été remplacé? Non. Et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas Nous une sommes semaine, irremplaçables. il ne se passe pas une semaine à Paris sans qu'on passe d'Hitchcock dans un cinéma quelconque. Et ça, c'est quand même l'indicateur que c'était un très grand Alors, à propos de Cary Grant. cinéma. Et alors, à propos de Cary Grant, voilà, moi j'aimerais qu'on conclue avec ce qui est pour moi le plus beau film d'amour de tous les temps, qui s'appelle Elle et lui, An Affair to Remember en anglais. Qui est un film du début des années 50 de Leo McCarey. Alors ce qui est intéressant, c'est que Leo McCarey avait déjà fait le même film dans les années 30 et que donc c'est un remake par le même bonhomme d'un film qu'il a déjà produit. Et donc c'est Cary Grant et Deborah Kerr. Tous les deux sont de jeunes fiancés qui se retrouvent, qui se rencontrent sur un bateau. Alors lui est un osseur qui a une réputation déjà internationale, qui va épouser une richissime héritière américaine. Elle est une femme entretenue, d'une grande élégance, assez drôle. Ils se rencontrent un petit peu par hasard, et puis au fil des jours, vous savez, sur ces transatlantiques, on s'embête toujours un peu, il faut bien le dire. Alors on est loin entre deux feux de cheminée. Entre deux feux de cheminée, une partie de piscine, etc. Ils vont tomber amoureux. Comme ça en quelques jours, d'un bel amour. Alors je précise que les choses sont faites avec beaucoup de poésie, beaucoup d'humour, beaucoup d'intensité, mais on ne voit évidemment jamais aucune scène comme aujourd'hui de sexe, on ne voit même pas de baiser, puisque vous savez qu'à l'époque on ne montrait pas de baiser entre gens non mariés, et il y a ce moment très beau, le code. en fait, où ils sont tous les deux sur l'escalier d'un bateau, et on voit le bas de leur visage, ça s'arrête ici, et on les voit se rapprocher, donc on devine qu'ils s'embrassent pour la première fois sans jamais voir de baiser, et c'est très beau. Et donc que se passe-t-il? Eh bien simplement, ils se promettent de se retrouver 6 mois plus tard au sommet de l'Empire State Building et s'ils sont là tous les deux au même moment, de se marier. Voilà. Donc lui vit son histoire d'amour. Tu ne donnes pas la fin. Je ne donne pas la fin. Avec sa chair et tendre, elle aussi, tous les deux restent amoureux l'un de l'autre. La date fatidique approche et là, elle a un accident. Elle a un accident et elle ne peut pas être présente au sommet de l'Empire State Building à cet instant-là. Que va-t-il se passer? Vont-ils réussir à se retrouver? Vont-ils s'aimer pour toute la vie? Vont-ils renoncer? Il faut évidemment voir le film, et c'est même un film qu'il faut acheter en DVD, qu'on peut voir en famille, puisqu'il n'y a aucune scène ni de nudité, il n'y a même pas un baiser volé. C'est pour moi le plus beau film d'amour de tous les temps, qui a d'ailleurs inspiré des tas de scénaristes et qui d'ailleurs est plus ou moins repris dans toute une série de films. Et avec de magnifiques acteurs. Et avec des acteurs qui sont... Deborah Kerr était une très grande actrice, belle femme, mais très grande actrice. Et lui, bon, tout le monde connaît le charme de Cary Grant, sa beauté et son style. Enfin bref, là c'est des grands acteurs. L'acteur incontournable des années 50. Alors oui, l'acteur incontournable. Autre mœurs, autre style maintenant, avec des Tom Cruise qui sautent et qui dansent, mais qui est aussi un bon acteur. Bon, ben là il n'y a pas de sauterie, il n'y a pas de danserie, et je le répète, achetez-le. Voilà. À bientôt. À la semaine prochaine, avec grande joie, pour de nouvelles aventures cinématographiques. Amis de Perles de Culture, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin une grande artiste, Daphné Du Barry. Bonjour, Daphné. Bonjour, Anne. Une grande artiste par la beauté de ses œuvres, par l'importance de cette œuvre, puisque ce n'est pas quelques sculptures, c'est maintenant une quantité très impressionnante d'œuvres, et par le sens de cette œuvre. J'ai derrière moi cette Vierge que j'aime beaucoup, qui s'appelle Daphné. La Vierge del Pollino, ça se trouve au sud d'Italie, dans la province de Basilicata. Voilà. Et la Vierge y est apparue à un paysan, et c'est devenu un lieu de pèlerinage très important, et plusieurs fois par an, les pèlerins se rendent au sommet de la montagne qui se situe
je crois, 2500 mètres. Et ils vous ont demandé de créer cette Vierge avec l'enfant Jésus. Alors, ce qui est très beau, c'est que, évidemment, le Christ, sachant qu'il allait mourir sur la croix, j'ai fait l'enfant Jésus avec les bras en forme de croix et les petits pieds du bébé qu'il était. Déjà. Oui, l'un sur l'autre. Déjà crucifié. Et l'évêque de l'endroit avait trouvé ça extrêmement émouvant. Il est très émouvant, cet enfant Jésus. Oui, je l'ai tellement aimé. Il est très, très émouvant. Et puis, ses mains sont extraordinairement accueillantes. On a l'impression qu'il va vous embrasser. Mais toutes vos statues, sculptures sont d'une vitalité, pleine de sentiments. Elles vous parlent immédiatement. Alors, première question, Daphné du Barry. Vous êtes née à Arnhem, dans les Pays-Bas. Qui vous a appris à aimer la beauté autant que vous l'aimez? Je crois que, quand même, à la naissance, Dieu nous donne tout. Et il suffit de faire les rencontres fortuites, importantes, qui font que vos talents sortent. Oui. C'est très important. Et donc, j'avais déjà ce sens de la beauté en moi. Très jeune déjà, j'avais l'amour de la musique. Dans votre famille, on célébrait la beauté. Vous étiez une famille cultivée. Et la musique classique. Mais l'art, pas vraiment. Pas vraiment. Et donc, c'est beaucoup plus tard que j'ai découvert l'art de la sculpture, parce que je suis passée par beaucoup d'autres chemins. Vous racontez, ou plutôt c'est Gabrielle Cluzel, dans la préface de votre livre, qui raconte que votre mari, Jean-Claude du Barry, qui était critique d'art lui-même, qui vous a mis sur le chemin. Oui, ça a été un peu, j'ose le dire, mon Pygmalion. Oui. Il a découvert en moi ce talent et il a fait ressortir. Et puis l'amour peut tout, c'est extraordinaire. Donc, oui, c'est avec lui que j'ai pu faire cette très très belle carrière. Et ce n'est toujours qu'un début pour moi. Il y a tant de beauté à créer. Alors, cette immense carrière, parce que vos statues sont, vos œuvres sont installées dans des coins, dans lieux absolument fabuleux, que ce soit à Strasbourg, à Auch, à Monaco, Reims, le sacre de Clovis, le baptême de Clovis, le baptême de Clovis. Sujet sacré et sujet profane. À Monaco, c'est la princesse Grace. Le prince Régnier. Le prince Régnier. Albert. Certains modernistes diront mais cette sculpture est une sculpture extrêmement classique. Peggy disait de Jeanne d'Arc, en elle, tout est légué. Est-ce que ce n'est pas votre cas aussi? On a l'impression que vous portez un héritage extraordinaire. Je sens une très grande responsabilité, puisque Dieu m'a donné ce talent. Et donc, j'essaie de le restituer en créant de la beauté. Parce que Dostoïevski l'a dit, la beauté sauvera le monde, et on ne peut pas vivre sans le beau. Les Grecs nous l'ont montré. Et donc, j'essaie de restituer par mes monuments que je mets en place publique un peu partout, ce talent que j'ai reçu. Voilà. Parce que c'est important de travailler pour le bien, pour le beau, pour le vrai. Tout ça est lié. Mais comment expliquez-vous que vous soyez... vous ayez ce goût de la célébration de la beauté et que d'autres sculpteurs nous fassent des objets plus ou moins non identifiés qui sont... comme les ovnis. Qui sont, et qui sont très très éloignés justement de cet idéal de beauté.
Je crois que ça vient aussi de ma foi. Il y a des règles, il y a des canons que je respecte. Des canons de la beauté. Il y a aussi Luca Pacioli, le fameux moine italien, qui parlait de cette divine mesure. Bon, les Grecs l'avaient déjà trouvé. Et la démesure est un péché. Oui, pour moi, oui, parce que c'est déraison. C'est la déraison. C'est de la déraison, voilà. Donc, on ne peut pas construire sur du sable, il faut construire sur du roc. Et donc, il faut respecter les règles d'or. C'est très important. Vous avez des préfaciers très intelligents. L'un d'eux, qui s'appelle Kostas Mavrakis, qui est lui-même peintre et philosophe, dit il m'a fait comprendre quelque chose. Il parle de l'époque des Lumières, qui veut créer un homme nouveau. Et en fait, à cet homme nouveau, il fallait un art nouveau. C'est tout simplement cela. Et donc, comme cet homme nouveau est complètement démesuré, un certain art contemporain et finalement répond à cette envie d'art nouveau. Mais je crois que c'est un rejet, en quelque sorte, de la beauté qui vient de Dieu. Moi, je dis toujours, le beau vient du Créateur et le laid vient du diable. Parce que Dieu ne peut être que bon, que beauté, que amour. Et moi, je crée par amour. Vous l'écrivez, que sais-tu du beau? C'est la forme de l'amour. Absolument, absolument. C'est très important. Et l'amour peut tout, absolument tout. Et ça, c'est un défi extraordinaire. Alors, vous écrivez aussi, d'ailleurs, il faut étouffer le lait dans l'abondance du beau. C'est phénoménal comme phrase. Oui, ce que je pense réellement. Il faut étouffer le lait. Oui, vaste programme. Mais oui, mais oui. Mais voilà, il faut apporter de la beauté toujours à ce monde. Donc, alors, parlez-nous de votre l'une des dernières sculptures, d'Artagnan sur son cheval. Oui. Alors, D'Artagnan équestre, il est né à Lupiac, en Gascogne, en 1516. Et alors, il est monté à Paris, il est devenu le capitaine des mousquetaires, Compagnie des Rois. Et alors, D'Artagnan est le personnage qui est le plus connu sur la Terre. Vous allez au fin fond de la Chine, vous parlez de D'Artagnan, connaissent. Et il n'y a jamais eu de statue équestre de D'Artagnan. Et alors, Jean-Claude, mon mari, et moi-même, nous en parlions souvent. Et il aimait tellement ce projet. Et le jour où Jean-Claude était rappelé à Dieu, je lui dis, je vais réaliser ton rêve. Et donc, j'ai créé mon D'Artagnan. Je ne savais pas trop où j'allais, mais ça ne pouvait aller que bien. Il est magnifique. Et j'ai immortalisé Jean-Claude dans le bronze parce qu'il apparaît sous les traits du mousquetaire. Donc, j'ai voulu lui rendre cet hommage. Et il est à Lupiac, voilà. C'est une très très jolie idée. Vous avez fait un Christ en croix qui est très exceptionnel aussi parce que ce Christ vous regarde. Il est vivant. Et il est vivant, oui. Ouais. Et on a l'impression qu'il va se détacher de la croix. Et il émane de lui une puissance. Comment avez-vous fait pour créer cette impression de puissance? Je prie beaucoup. Je demande toujours de l'aide. Je demande toujours à Dieu de guider ma main. Et j'entre en communion et voilà, donc ça ne peut aller que bien. Alors vous nous avez offert aussi une Jeanne d'Arc en prière, en armure, avant le combat. Oui. Et puis une Vierge aux innocents que vous allez nous expliquer, qui est très émouvante aussi. Oui, pour moi, ça représente un peu le massacre des innocents. Oui. Ce sont des enfants qui ne sont jamais nés. Oui. Et la Vierge, elle n'accuse pas. Elle est désespérée. Elle protège ses enfants qui ne sont pas nés. Elle pleure. Oui, elle pleure. Elle est très douce. Et pour moi aussi, c'est comme un cri d'alarme.
tout ce qui se passe actuellement, c'est contraire à la vie. On nous donne la vie pas pour la tuer. D'ailleurs, Jean-Paul II a évoqué à propos de votre œuvre le culte de la vie. Ah oui, c'est exact. Qui s'oppose au culte de la mort. Bien sûr. Ouais. Et puis ces personnages que vous ressuscitez, Charles de Foucault, on a l'impression qu'un Charles de Foucault jeune. Oui. Il m'a tellement émue. J'ai tellement pleuré. Quand j'ai commencé à réaliser la maquette, je pleurais parce qu'il était là, j'avais que des photos bien sûr, et ce regard d'une telle profondeur, ça me comment vous expliquer, c'est tellement, oui, au-delà de l'imaginable, il était là. Lorsque je faisais la maquette, il était à mes côtés, je sentais vraiment sa présence. Et après, pour le monument, c'était encore plus intense. Et qu'est-ce que vous avez actuellement en cours? Alors, je suis en train de faire de nouveau une Jeanne d'Arc, mais cette fois-ci à cheval. Très bien. Voilà, donc c'est une maquette que j'ai pratiquement terminée. Et j'ai une idée derrière la tête. Vous avez une idée. vous connaissez celle de Boris le Jeune, qui est à Bourmont, à côté de Dorémy. Oui, vous l'avez vue en photo? En photo, oui. Une très belle à Jeanne d'Arc. Elle est à pied, elle tient son étendard et elle est en marche. Et elle a le genou droit relevé. On a l'impression qu'elle est en train de courir. C'est très, très joli aussi. Oui, j'ai vu. C'est très, très beau. Alors, ces magnifiques livres, c'est chez Mondadori. Le dernier qui vient de sortir. Qui est sorti cet hiver, au mois de décembre. L'éditeur Mondadori. Et qu'on trouve à Paris. Je crois qu'il faut aller sur Internet. Daphné du Barry. Le bronze et la beauté chez Mondadori. Le bronze et la beauté. En fait, c'est une réédition du premier. Oui, j'ai complété. Une édition augmentée. Voilà, absolument. C'est tout à fait une édition augmentée. Ouais. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette œuvre absolument fantastique qui nous rend le bonheur, parce qu'on est quand même très agressé par des choses qui ne sont tout de même pas de notre goût de la beauté. Picasso disait, qui était quand même très relativiste, si Raphaël revenait avec les mêmes tableaux, personne ne leur accorderait ne serait-ce qu'un regard. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Non, bien sûr que non. Absolument pas. Voilà, le progrès dans l'art est une idée très relative. Vous savez, souvent, Salvador Dali, quand on parlait de nouveauté, il disait il n'y a rien de nouveau sous l'horizon, il n'y a que le talent. Oui, absolument, absolument. D'ailleurs, c'est encore Kostas Mavrakis, parce que j'aime beaucoup ce penseur. Il nous rappelle ce que dit le malin dans l'Apocalypse. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je rends nouvelle toute chose ». C'est le malin. Eh bien oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, vous avez compris, chers amis de TV Liberté, que ce livre est d'une immense richesse et donne beaucoup de bonheur. Il n'y a pas une exposition prochaine? En Italie, j'ai une très belle exposition. Où? À la basilique San Lorenzo de Florence, là où est enterré Donatello. Oui. Et depuis le mois d'avril, et qui se termine le 1er juillet. Ah, bon. Et pas en France. Moi, je voudrais une exposition en France. On va faire appel au ministre de la Culture. Voilà. On va lui proposer une belle exposition à Versailles. Le retour de Madame du Barry à Versailles. C'est une idée géniale. Merci beaucoup, Daphné. Merci, Anne. Chers amis de TV Liberté, découvrez cette belle œuvre et vous en serez heureux. Au revoir, Daphné. Au revoir, Anne.
Chers amis de TV Liberté, bonjour. Pour les amoureux du patrimoine, j'ai un très joli sujet ce matin, un jardin extraordinaire, un jardin du XVIIe siècle, dont Robert Sauvegrain, mon invité, est le grand jardinier. Ce jardin, bonjour Robert Sauvegrain, ce jardin est à Cons, près de Dijon, dans la au nord de Dijon. Au nord de Dijon, dans la Haute-Marne. Oui. Et ce jardin répond au nom de jardin de Silière. Tout à fait. Alors, comment êtes-vous devenu jardinier en chef de ce très beau jardin? Alors, il faut remonter assez haut parce que c'était un jardin familial qui est rentré dans la famille en 1812. Oui. Donc, c'est ma belle famille, en fait, en réalité, plus que moi-même. Et donc, ce jardin a été acheté par un Langrois, puisque nous sommes en fait à proximité de Langres. Et depuis, nous sommes la 7e génération. C'est un jardin qui a effectivement une partie, la plus grande partie du XVIIe siècle, donc très classique. Mais la même époque que les débuts des travaux de Versailles. Absolument, oui. La maison elle-même a été construite en 1659 et le jardin, je me permets de dire qu'il est de 1661, c'est-à-dire le début des travaux de Versailles. Voilà, tout à fait contemporain. Et puis à côté, il y a, ajouté par un de nos aïeux, quelque chose qui n'a rien à voir, qui est du 19e siècle. Donc c'est assez curieux parce qu'on a à la fois une structure extrêmement formelle du 17e siècle et à côté quelque chose de très romantique, un bois, un petit ruisseau, on se promène, voilà, et c'est côte à côte. Sorte de jardin anglais. Sorte de jardin anglais, oui, 19e siècle. Alors, l'actualité de ce très beau jardin, c'est que vous avez reçu un prix. Oui. Lequel, Robert Sauvegrain? Alors en fait, Vieille Maison Française organise depuis 3 ans, ou réorganise, parce qu'ils l'avaient un peu abandonné, un prix jardin. Ils l'ont d'abord attribué à des jardins contemporains, mais cette année, ils l'ont ouvert à la réhabilitation de jardins historiques. Voilà. Et donc, comme notre jardin, comme je vous ai dit, il a quand même une histoire assez longue, j'ai participé à ce prix et finalement, voilà, nous en sommes lauréats. Ça, c'est une très belle nouvelle. Alors, quand votre beau-père donc a entrepris, puisque c'est lui qui a entrepris de reprendre en main le jardin et de lui rendre sa forme initiale, dans quel état était-il ? Alors c'est un jardin qui a pas mal souffert au moment de la guerre. Et puis le grand-père de mon épouse était un industriel urbain qui n'avait pas un énorme goût pour les jardins. Donc le jardin a beaucoup souffert en fait pendant 10-20 ans facilement. Et puis lorsque mon beau-père a pris sa retraite, il a tout à coup... il est tombé amoureux. Voilà, et il s'y est passionné et il l'a vraiment repris en main. C'était par exemple, les charmilles, vous voyez, quand il y avait un petit charme qui mourait au milieu de la charmille, il n'était pas remplacé. Voilà, donc il était un peu laissé, je dirais pas à volo parce qu'il y avait quelqu'un qui passait régulièrement, mais voilà, il n'était pas... Personne ne l'aimait autant que vous. Ah, ça, la génération qui nous a précédés et nous-mêmes, oui. Alors ça, oui, tout à fait. Vous l'avez beaucoup aimé. D'ailleurs, nous y sommes mariés aussi, donc c'est vraiment un endroit qui compte pour nous. Une très très belle réception, il y a 45 ans, j'y étais. Tout à fait. Cette maison est en plus de ça très jolie. Vous disiez que, comme à Chenonceau, elle est traversante. Oui. Donc, beaucoup de lumière. Pas mal de lumière. Ce qu'il y a d'agréable, c'est qu'en fait, elle est de proportion très... Une grande simplicité, voilà, une classe folle. Exactement. Ouais. Et elle n'est pas trop grande. Si vous voulez, quand nous avons décidé avec mon épouse de la reprendre, on s'est quand même posé pas mal de questions. Et c'est vrai que si ça avait été une énorme maison, je crois que nous aurions calé. Alors, c'est un travail considérable puisque vous rendez hommage dans votre communiqué de presse, vous rendez hommage aux jardiniers successifs, parce que vous n'êtes pas seul. Oui. Alors en fait, mon beau-père et puis moi-même maintenant, en fait, je pense que nous sommes plutôt les concepteurs.
Mais derrière, voilà, il faut des mains, il faut des bras. Et donc, il y a eu 3 jardiniers qui se sont succédés depuis une trentaine d'années. Et je dois dire que c'est quand même eux qui, voilà, assurent le quotidien. Alors, vous leur rendez hommage. Il y a un tonnelier de son état. Oui, il y avait un tonnelier qui habitait... Les jardiniers sont à la fois gardiens et jardiniers, donc il habitait là avec sa famille nombreuse, il fabriquait ses tonneaux, et puis il entretenait le jardin à peu près 2 jours par semaine. Et alors surtout, ce qu'il y avait de très particulier, bon, il y a une double allée de tilleuls qui est dans l'axe du jardin. Oui, 25 tilleuls à tailler à la serpe. Oui, chaque année. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a 75, mais comme on fait des rotations tous les 3 ans, chaque année, il taillait 25 tilleuls à la serpe. Oui. Ben, il faut dire qu'il faut le faire quand même. Il faut le faire, oui, absolument. Donc, les 2 autres personnes, Jean Pilot de Curmont et Bruno Gérard actuellement. Et puis alors, 3 hectares clos de murs de pierres sèches. Oui. J'imagine que les pierres, doit falloir de temps en temps les remettre. Oui. Alors, quand nous avons repris la propriété, c'était il y a 5 ans, il y avait 4 brèches. Ah oui. Voilà. Donc, bon, j'aimais pas ça. Et donc nous avons fait refaire les 4 brèches et ça y est, c'est fait. Mais voilà, c'est pas. Il faut trouver d'abord des gens qui sachent traiter la pierre sèche, refaire des murs de pierre sèche, parce qu'il y a eu tellement de périodes avec que du ciment que voilà, c'est une technique particulière. Absolument, c'est un art. Et donc on a trouvé 2 artistes locaux qui nous ont refait année après année le mur. Et puis ce jardin est peuplé de statues. Oui. Alors, très jolies statues. En fait, au XVIIe siècle, on revient à l'antique, hein, et donc ce sont en général des personnages de la mythologie qui sont représentés. Donc on a une première statue de Neptune devant un bassin. Et puis, en montant, on a une très jolie petite exèdre qui est dominée par Orphée. Alors, c'est très savant, mais qu'est-ce que c'est un exèdre? C'est un cercle, mais un cercle entouré de tilleuls. Merci, voilà, c'est très joli. Pour le vulgum pecus, vous comprenez. Voilà, il y a quelques termes jardinistiques. Et c'est un très très joli endroit avec une petite fontaine. Enfin voilà, c'est un lieu merveilleux. Et tout en haut, le jardin est dominé par Louis XIV, puisque nous sommes dans l'époque Louis XIV s'est invité là. Oui, un buste de Louis XIV. Un buste de Louis XIV. Qui domine le jardin. Oui, ça c'est quand même étonnant. Et puis alors, j'ai vu des palissades, des palissandes avec des arbres fruitiers. En fait, il se trouve que dans ce petit village de Cons avec 270 habitants, il y a 2 jardins qui ont été labellisés, tous les 2 jardins remarquables. Oui. Et donc, le jardin, le nôtre est plutôt 17e, je vous ai dit, avec une promenade romantique à côté. L'autre, c'est un jardin, ce sont des terrasses sur lesquelles ils refont effectivement des palissandres. Et c'est un endroit aussi, alors lui, tout à fait complètement 19e siècle. Et alors, vous faites visiter, Robert Sauvegrin, tout le mois de juillet. Oui, alors nous avons ouvert... Enfin, mes beaux-parents faisaient visiter déjà le jardin, mais 2-3 fois par an, pas beaucoup plus. Et nous avons décidé, vu que c'est quand même un lieu vraiment beau, de l'ouvrir au public de façon plus importante. Et effectivement, au mois de juillet, je mets ma casquette de guide et je fais visiter le jardin 4 fois par jour. À 11h, 15h, 16h30 et 18h, tous les jours de juillet. Tout à fait. Oui, c'est un sacré sacerdoce. Ah ben voilà, quand on est retraité, mais ça occupe très bien. Et c'est très sain. C'est sûr. Et les gens sont heureux Oui. Alors les gens goûtent vraiment le calme des lieux. Ils goûtent la beauté d'abord, parce que c'est vrai que quand on arrive et que moi je les mets dans l'axe du jardin tout de suite, c'est vrai qu'ils sont un peu frappés par la beauté. Et ensuite, ça dégage un calme, ce lieu. Et en fait, ils en ressortent sereins. Voilà, ce qui est agréable au bout d'une visite d'1 heure, 1 heure et demie. C'est ce qui se passe là. Les gens sortent sereins. C'est ce qui se passe à Versailles. Oui. Quand il n'y a pas d'œuvre d'art contemporain en plein milieu, nous sommes à une autre échelle. Nous ne faisons que 3 hectares. Mais ce jardin de Silières, alors, pour s'y rendre... Alors, pour s'y rendre, en fait, si on vient du sud, c'est Dijon
et on remonte vers l'autoroute A31 en direction de Nancy et Metz. Oui. Et on est à 12 km d'une sortie qui s'appelle Langres Sud. Voilà, donc ça, oui, en venant du sud, c'est assez accessible. Si on vient de Paris, il faut prendre la A5 qui va à Troyes et qui rejoint la A31 et à nouveau Langres Sud et on sort à 12 km. Il y a le village de Cons et ces 2 jardins remarquables. Oui. Alors, ce que je trouve très intéressant dans votre histoire, c'est les générations successives qui reprennent le flambeau. Vos enfants sont prêts à relever le... Alors, pour être très franc, ça a été une décision assez difficile à prendre de dire oui, nous allons nous en occuper. Oui. Et mon beau-père s'était beaucoup inquiété à ce sujet et nous avons conclu 3 mois avant son décès. Et donc, je me dis, c'est peut-être un peu prématuré de m'inquiéter de la suite. Peut-être ça vous avez l'air bien important. Vous voilà. avez l'air bien important. Et vos enfants sont sûrement trop jeunes encore pour envisager. C'est pas le problème d'aujourd'hui. Entre 30 et 40 ans, c'est plus d'autres questions que... Ils n'ont pas cette vue à long terme. Non. L'idée de la succession ne les préoccupe pas. Pas aujourd'hui. Et puis, je ne vais surtout pas leur mettre la pression. C'est trop. Bon, c'est trop. En tout cas, c'est très beau comme histoire, parce qu'encore une fois, c'est une génération qui reprend le flambeau. Tout à fait. Nous sommes la 7e génération depuis 1812. Voilà, c'est une assez belle histoire familiale pour un jardin familial. Donc, chers amis, de Perles de Culture, il faut aller cet été à Cons pour voir le beau jardin de Silière et vous rencontrerez le grand jardinier Robert Sauvegrin. Et c'est gratuit en plus. Ah non, non. Non, il y a des tarifs, c'est gratuit pour les moins de 12 ans, mais les adultes, c'est 7 €. 7 €. Et la famille, alors c'est parce que je ne veux pas non plus que ça devienne trop cher pour une famille, c'est 20 € maximum. Très bien. Voilà. Bon, vous êtes parfait. Vous recevez un peu de subventions ? Oui, nous sommes inscrits monuments historiques. Donc oui, on a rempli tous les ans un dossier pour la DRAC. Qui nous soutient. Très très bien. Et vous êtes mis en valeur dans le numéro des VMF de novembre. Pour ceux qui auraient ce beau magazine. Merci beaucoup Robert Sauvegrin et nous allons nous arrêter sur notre chemin du Sud. Merci beaucoup Anne. Et rendez-vous à Cons. Au revoir Robert Sauvegrin. Au revoir.